Il y a un an, Apple promettait une révolution à grand renfort d'intelligence artificielle, d'Apple Intelligence, une IA à visage humain, éthique, privée, respectueuse de nos données. 12 mois plus tard, rien de tout ça ne s'est produit, zéro expérience. Alors forcément, ce lundi, à l'occasion de la WWDC, la pression sur les équipes de Tim Cook était maximale. Et pour la première fois depuis longtemps, Apple a semblé complètement largué, bousculé par un monde qui va visiblement plus vite que lui. Dans cet épisode de Silicon Carnet, on vous explique ce qui ne va plus chez Apple. On passe au crible les annonces de la WWDC 2025 et surtout, on se demande si Apple a encore une vision capable de rivaliser avec ses concurrents. Bienvenue dans Silicon Carnet, mon nom est Carlos Diaz et aujourd'hui avec mes invités, on passe Apple au rayon X. J'ai rien compris. Avant de commencer cet épisode, je voulais prendre un petit moment pour te parler de notre partenaire Conto. On les adore chez Silicon Carnet. C'est vrai que quand tu montes ton entreprise, t'as pas envie de te prendre la tête avec l'administration française. Je suis passé par là et Conto s'occupe de tout pour toi, que ce soit l'accompagnement juridique, le dépôt de capital, ton compte pro. T'as même un outil de facturation intégré et ça fait ta pré-comptabilité. Tout ça est géré 100% en ligne. En ce moment, la création d'entreprise est offerte. Tu paies juste les frais légaux obligatoires. C'est super simple, c'est rapide, c'est efficace. Je t'invite vraiment à passer par eux si tu t'apprêtes à créer une micro-entreprise, une SAS ou une SARL. D'ailleurs, une entreprise sur 5 choisit Conto. Ça s'appelle conto.com et ça s'écrit QONTO.com. Hola amigos, bienvenue dans Silicon Carnet, votre talk show tech piquante et en direct de San Francisco. Cette semaine, à mes côtés, Mark Versten, ancien Senior Engineering Manager d'Apple. Le mec qui sait ce que Think Different voulait vraiment dire et qui n'a jamais mâché ses mots depuis. Après Apple, il est passé chez Docker et Amazon où il s'occupait de lancer des satellites dans l'espace. Laurent Pantanacci, mon complice de l'époque Blue Kiwi, aujourd'hui solopreneur dans la propre Legal Tech, l'un des plus fins observateurs de l'écosystème Apple en France, toujours à l'affût du moindre pixel qui bouge à Cupertino. Et Damien Douani, l'homme qui a probablement testé plus de produits Apple que Tim Cook lui-même, même s'il en rate un peu plus depuis qu'il fait la tournée des plateaux de télé. On le voit partout. Salut les gars, salut mes potes. Je suis ravi de vous retrouver pour parler d'Apple, même s'il n'y a pas grand-chose à dire. Non, mais c'était une conférence assez intéressante parce que justement, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, on va commenter le fait qu'il n'y avait pas grand-chose. En tout cas, c'est mon opinion. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Retour sur l'épisode de la semaine dernière où on a parlé de quoi la semaine dernière? Ah oui, on a parlé de biohacking et de ce nouveau délire dans la Silicon Valley qui veut vivre jusqu'à 200 ans et notamment de Brian Johnson. Je vous invite à aller regarder cet épisode si vous ne l'avez pas encore regardé. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Je sais que vous nous écoutez énormément en podcast. Je vous remercie, mais pensez à mettre 5 étoiles et à laisser peut-être un commentaire aussi sur vos plateformes de podcast préférées. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre l'Hacienda, ça se passe maintenant sur Discord, c'est gratuit, il y a le lien dans le descriptif de cet épisode. Allez, place maintenant à Silicon Carnet. Qui veut du travail? Pas moi, je suis bien au soleil. J'attends qu'il pleuve de l'oseille. Dans mon T2 à Dubaï. Cette semaine, dans Qui veut du travail, avec notre partenaire Digital Selection, on vous parle de Data Extreme. C'est la start-up américaine qui monte dans l'écosystème SAP. Data Extreme recrute en ce moment des profils Sales, Solution Engineers et Project Managers en Europe et aux US. Ils ont une mission, c'est simplifier et optimiser tout le cycle de vente de la commande au devis jusqu'à la livraison. Et ça se passe dans le domaine du retail ou de la fabrication. Alors n'hésitez pas, si vous voulez bosser dans une boîte américaine aux US et en Europe, j'ai mis toutes les infos dans la description. Allez, retour à votre épisode. Go yourself. Donc parlons de cette conférence développeur, parce que peut-être que les gens ne le savent pas, mais WWDC, ça veut dire c'est quoi? Worldwide Developer Developer Conference.
Donc ça, normalement, c'est censé s'adresser aux développeurs, donc aux gens qui évoluent sur la plateforme de Apple et qui fabriquent des applications sur la plateforme Apple. Mais depuis quelques années, ça s'adresse. J'ai l'impression que ça s'adresse plus au grand public qu'aux développeurs. D'ailleurs, on a eu droit, encore une fois, à une scène hollywoodienne pour l'entrée en matière de cette WWDC. Personnellement, j'avais une sorte de souhait. Je me suis dit, après la WWDC 2024, qui nous avait promis monts et merveilles, je me suis dit, Apple va peut-être faire profil bas parce qu'ils n'ont rien livré, comme je le disais dans l'introduction de ce qu'ils avaient annoncé en 2024, et ils vont peut-être zapper cette entrée hollywoodienne. Eh bien, pas du tout. Je vous montre les images pendant qu'on se parle. On a eu droit à un Craig qui est un des execs de Apple au volant d'une Formule 1. Métaphore assez intéressante parce que ça voudrait dire que Apple va vite, alors que moi j'ai l'impression qu'Apple va très lentement. Je l'aurais plutôt vu au volant d'une 2 chevaux. Et on a eu droit encore une fois à une entrée en matière hollywoodienne. Est-ce que ça vous a choqué ou comment vous interprétez ce clip hollywoodien encore une fois? Alors toutes les dub-dub, hein, comme les développeurs l'appellent, le petit nom qu'ils lui donnent, ont normalement une introduction hollywoodienne un peu folle. On a vu Craig arriver en parachute l'année dernière. On a vu, toi, il y a toujours quelque chose autour de, et il s'y prête bien, tu vois, avec ses cheveux, toujours cette espèce de mèche. Donc là, ils l'ont poussé à l'extrême. Hein. Donc il y a souvent une arrivée, il y a un démarrage, soit avec une super vidéo, soit avec de l'humour. Et une année, ils avaient fait la personne qui était dans le data center et qui débranchait le data center autour des applications. La dub à la base, ça s'adresse aux développeurs. Donc ils essayent de toucher le cœur du geek, tu vois. Sauf que la communication qui est faite de la keynote, c'est quelque chose de grand public. Donc ils essayent un peu de balancer entre ces deux sujets. Tu vois, les conférences sont très techniques. La conférence d'introduction, la keynote, elle est plutôt grand public. Elle est plutôt grand public. Oui, alors c'est un magnifique placement produit pour un film qui va sortir sur Apple TV+, ce qui leur permet de placer au fait que Apple TV+ est parmi les mieux rankés en termes de qualité, de contenu, etc. Donc c'est assez malin. Alors j'avoue que effectivement c'est très grand public comme entrée en matière, parce qu'il rentre par du contenu, et effectivement c'est un placement produit. Et puis après il réattaque par la suite. Écoute, moi j'étais surpris effectivement par ce côté un peu placement produit qui rentre par du contenu, mais bon, écoute, après tout, pourquoi pas. Ce que je trouve assez sympa, c'est le duo entre un Tim Cook, un Pavid, hein, qui de plus en plus ressemble un peu à une poupée de cire, et de l'autre côté un Air Force One, parce que c'est son petit nom, hein, Air Force One, le nom de Craig Fellini avec sa magnifique houppette dont il n'arrête pas de se moquer lui-même. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc il y a un petit duo qui est assez amusant, mais après effectivement oui, le but du jeu c'est toujours comme tu le disais, Laurent, c'est de trouver le bon équilibre entre on va faire des annonces qui vont intéresser le grand public pour expliquer ce qu'ils vont avoir à terme sur leurs terminaux, mais avec après un sens qui est pour dire aux développeurs voilà ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir apporter ça aux utilisateurs. Et donc il y a un équilibre à avoir qui est pas forcément évident. Marc, Il parle de cette entrée en matière hollywoodienne. Toi, en tant que vieux de la vieille, ça a toujours été le cas ou non, ça date de quand cette histoire d'entrée en matière hollywoodienne? Il faut se replacer. Historiquement, il y avait plusieurs événements dans l'année pour Apple pour introduire les produits. Il y avait 2 Macworld, un sur la côte ouest, un sur la côte est, et il y avait Apple Expo à Paris. Ma deuxième start-up où j'avais des produits sur le Mac, je me faisais les 3. Et c'était très sympa. Mais c'était grand public. C'était vraiment pour se connecter avec la presse, pour se connecter avec les clients, etc. Et il y avait aussi la WWDC. Et pour y assister, il fallait être un développeur. Il n'y avait pas le choix. Il y avait une petite exposition qui allait avec, il fallait être un développeur. Be Inc., la société de Diacé, avait réussi à y aller, mais c'était quand même... Il n'y avait pas YouTube à l'époque non plus, comme c'était pas streamé, c'était pas grand public, etc. Il y avait à peu près 700-800 000 personnes connectées sur la vidéo. Et puis Craig a tout de suite expliqué que
il s'est un petit peu excusé. En gros, il a dit on a eu besoin d'un peu plus de temps pour atteindre notre niveau de qualité qu'on vous avait pourtant prévu l'année dernière. C'est pour ça que vous n'avez pas vu tout ce qui devait arriver cette année. Donc en gros, c'est toujours dans le four. Je suis désolé. Et c'était une des grosses attentes que le marché et que tout le monde voulait savoir si enfin Apple allait raccrocher les wagons en termes d'intelligence artificielle. Et Craig nous a expliqué d'emblée qu'il fallait pas s'attendre à grand-chose. D'ailleurs, le cours de bourse a immédiatement dévissé ensuite derrière, puisque pendant et dès le début de la conférence, je le montre là, le cours dévissait déjà de 1,5%. Donc visiblement les analystes tu dis Marc, non, c'est pas grand-chose, c'est rien, 1 ou 2%, c'est tout rien, ça se reprend une journée, c'est pas un gros problème. D'accord. Non, ce qu'il faut voir, je pense, c'est ce qu'on ne voit pas, mais ce que j'entends, c'est toute la politique interne. L'intelligence artificielle ne reportait pas à Craig jusqu'à récemment. Les promesses qui ont été faites l'année dernière, c'était pas Craig. C'est ceux qui sont plus là. Et là, Craig a récupéré l'intelligence artificielle. Je me souviens plus des noms. Il y avait, ils sont peut-être encore là, mais ils sont sur les voies de garage, quoi. Et je vais pas donner de nom sur les gens. On n'est pas là pour ça sert à rien. Mais Craig, il a récupéré le bébé là. Il a pas délivré sur les promesses de l'année dernière. C'était pas les siennes. Ouais, mais ça c'est de la politique interne. Nous, en tant qu'utilisateurs, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce soit le bébé de Craig ou que ce soit le bébé de Jacques ou le bébé de Brigitte? Apple nous a dit quelque chose l'année dernière et on s'est retrouvé 1 an plus tard. En mars d'ailleurs, elle nous a expliqué que finalement on verrait rien. Et en juin, à cette conférence, on nous explique que on verra encore rien pendant un sacré bout de temps et que alors, voilà. Donc on en a rien à foutre de leur problème interne. Je pense pas que ça soit exactement ça qui se passe, Carlos. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un truc qu'ils ne font jamais normalement. Ils ont fait des promesses sur des produits qui pouvaient pas encore sortir. Normalement, alors, pourquoi ils les ont fait jamais ça? Parce qu'il y a de la politique interne, parce qu'il y avait de la pression, parce que Siri a été un des premiers produits d'AI qui a été mis sur des devices grand public. Et c'était la mauvaise technologie. Enfin, je le disais déjà à nos amis de Siri, dont ceux que tu connais, on était sur le même étage à Apple à l'époque. Luc Julia. C'était pas la bonne technologie, ouais. J'en ai pas mal discuté avec Luc. C'était pas la bonne technologie, ça pouvait pas marcher, ça pouvait pas scaler. Donc, ils se sont endormis là-dessus. Ils ont créé une équipe qui était pas la bonne, qui a pas pris les bons virages, qui a pas pris les virages machine learning, qui a pas pris les virages LLM. J'avais parlé à des amis qui étaient encore chez Apple au moment de la sortie de ChatGPT. Je leur dis, ça doit être l'émeute en ce moment chez vous, là. Bah non, pourquoi? Donc en fait, ils s'y sont pris tard, quoi. Ils sont à la bourre depuis le début, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas ça. Je sais pas si tu te souviens, mais à la chute du mur entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, il a fallu équiper l'Allemagne de l'Est. Il n'y avait pas de réseau téléphonique. On a mis directement du cellulaire. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Allemagne de l'Est s'est retrouvée plus avancée que l'Allemagne de l'Ouest. Parce qu'ils ont commencé plus tard avec les meilleurs technos. Et là, Apple, ils ont continué à utiliser, ils avaient encore les équipes, les gens qui défendaient leur bébé sur une techno qui pouvait pas aboutir. Défendaient leur bébé avec en plus des problématiques internes qui sont les bases marketing sur lesquelles Tim Cook a positionné Apple, qui est la confidentialité des données. Et c'est complexe d'arriver à mettre en place des mécanismes où en fait tu veux faire du LLM qui est un bouffeur de data et on le voit bien chez ChatGPT, Claude ou autre. Non mais je pense que c'est ça le vrai problème. Tout ce qu'on peut voler, on le vole. Et Apple qui dit nous on se positionne comme les parangons de la sécurité et donc on doit arriver pour autant à trouver un moyen de faire travailler des modèles avec de la data et sans pour autant. Mais pour autant, et c'est là où je suis pas d'accord avec toi Carlos, c'est que si à la minute 5:21 exactement, Craig a dit en une phrase, bon ok d'accord, en gros on n'a pas atteint notre niveau, mais voilà ça va venir. Donc traduction, et on peut pas vous présenter le Siri avec lequel vous pouvez papoter qui va vous dire des trucs, et effectivement ça c'est vrai. En revanche, je trouve extrêmement intéressant, et j'espère qu'on va en parler, tout ce qui a été égrené pendant la WWDC. On va venir en détail. Voilà, mais qui respecte deux choses, il y a de l'IA et il y a de la confidentialité des données. Et ça je trouve ça intéressant.
Non, mais tu pointes du doigt quelque chose de super intéressant. Siri ne peut pas faire le job parce que personne ne donne en fait ses datas à Siri aujourd'hui, parce que Siri est un produit de merde dont personne n'a envie. Et donc, comme on doit avoir l'autorisation des utilisateurs, Siri ne l'a pas. Donc, Siri n'a pas de données et n'est pas capable de faire quoi que ce soit d'intelligent dans l'application. Mais quand même, les gars, là, je montre, parce qu'il y avait des gens qui s'amusaient avant la WWDC. Marquis Brownlee, qu'on connaît bien, qui pose la question à Siri, est-ce qu'il y a un événement Apple aujourd'hui? Et Siri lui répond qu'il n'en sait rien, quoi. En fait, là, on parle pas de données personnelles. C'est-à-dire que Siri, je me demande si il est pas connecté à nos données personnelles, mais j'ai l'impression qu'il est même pas connecté au web. Il est pas connecté au web. Il est connecté à quoi? La machine à café de chez Apple? Il est connecté où, quoi? Mais Carlos, Siri, pour moi, Siri, on discute avec un Siri il y a 3 ans. Mais pourquoi garder le nom alors? Pourquoi garder le nom de Siri? On l'a pas entendu pendant la conférence. Ouais, on en parlait justement. Non mais tu vois, je sais pas s'ils l'ont gardé le nom finalement. L'année dernière, c'est ce qu'ils nous ont dit. L'année dernière, on nous a dit, on n'abandonne pas Siri. Siri renaît de ses cendres, tel un phénix. Vous allez voir ce que vous allez voir. Siri un an plus tard, malgré ça, enfin Siri n'a jamais fonctionné, quoi. Enfin je sais pas vous, mais quand Siri se déclenche, pour moi, c'est un bug. C'est-à-dire que oh merde, putain, Siri s'est déclenché. Il faut vite où est le bouton pour le mettre en off? C'est ça Siri pour moi, en fait. Bon. Je te pose juste une question, Carlos. Juste oui. Une question. Et si tu parles d'IA là, tu dis Apple et l'IA. Moi, j'ai peur que le sujet soit pire que ça. J'ai peur qu'en fait, Apple se soit dit, il est urgent d'attendre. Laissons les autres dépenser de l'argent, parce que Tim Cook est quand même un excellent financier. Et je te parle de ça il y a 2 ans, ou 3 ans. Il se dit, ils vont tous se casser les dents et nous on va appliquer la méthode Apple. La méthode Apple, c'est quoi? C'est tout le monde fait des smartphones. Le lièvre et la tortue. Ouais. Nous on va arriver. Sauf que un matin, ils se sont réveillés, ils se sont rendus compte que le train avait déjà une bonne vitesse. Et ça, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, ils se sont dit, waouh, il faut prendre le train en marche. Et donc, très vite, ils ont fait des annonces en se disant, bon, on va rattraper le train. Et là, ils se sont rendus compte que, à contre-courant, c'était difficile, la nage à contre-courant. Tu vois, c'était pas, t'as pas le vent dans le dos, quoi. Et ça, c'est l'année dernière. C'est pour ça que cette année, il y a une approche un peu low profile, hein. Marc, un dernier mot peut-être là-dessus. Très honnêtement, on est quand même loin. Je t'ai présenté comme le mec qui savait ce que voulait dire think different. Et là, on est quand même loin de la bicyclette de l'esprit. C'est-à-dire que ils se sont plantés. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Ils se sont plantés, mais ils se sont plantés il y a longtemps. Il y avait un truc. J'ai été sidéré l'année dernière qu'ils fassent des annonces de trucs pas encore sortis. C'est un truc que tu ne fais jamais chez Apple. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas sortir un produit tant qu'il n'est pas prêt. Et Apple est une des rares marques sur la planète qui ne peut pas changer ses dates de release parce que tu peux pas changer la date de Noël. Donc, il faut que tu sortes des devices en septembre et il faut donc que ton software soit complètement prêt en août. En août, tu peux, pour faire un changement, pour fixer un bug, c'est un meeting avec tout le monde. Fin février, il faut que tous tes trucs soient feature complete. Donc, tu fais pas d'annonce. Parce que tu sais pas si ça va être prêt à temps. Et si ça l'est pas, t'as pas besoin de le sortir. Quand on a sorti, je peux peut-être le dire maintenant, mais quand on a sorti CloudKit, je crois que c'est la 3e année qu'on le faisait. J'étais d'ailleurs le 3e manager à m'en occuper. Ça n'avait pas été annoncé avant. Il n'y a pas de problème, on peut repousser. Tant que ça marche pas, on n'annonce pas, quoi. C'est ça la règle de chez Apple. Il a fallu sortir, genre Maps, où il n'y avait pas le choix, parce que le contrat avec Google arrivait à expiration, et que Google refusait de donner le turn by turn, il n'y avait pas le choix. Il fallait le sortir. Et ça fait un désastre. Parce qu'Apple sait pas travailler dans ces environnements-là. C'est pas travailler sous la pression, il faut le temps pour peaufiner. Et la seule fois où ils ont annoncé un produit, le AirPower, ils l'ont jamais sorti. Voilà. Parce que ça a pas marché. Alors, rappelle, le AirPower, c'était je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'était un ventilateur? Non, c'était un petit tapis sur lequel tu pouvais un chargeur par induction, dans lequel tu pouvais poser de manière, on va dire, désordonnée les différents appareils. Ce qui est le problème des appareils qu'on a aujourd'hui, t'es obligé de les positionner bien comme il faut. Et là, l'idée, c'était, tu le poses et ça marche. Ils ont essayé, ils l'ont annoncé, ils l'ont montré, et c'était même écrit sur certains emballages, et ils ne l'ont jamais sorti parce que ça n'a jamais atteint les standards de qualité, comme dirait un Craig Federighi. Non, mais c'est vachement intéressant ce que vous êtes en train de dire là. C'est parce que ça veut dire que Apple, tel qu'il est organisé, et là je rejoins Marc quand il dit c'est un problème structurel et organisationnel, Apple n'est pas adapté
au monde qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est un monde qui est basé sur la vitesse. Et c'est pour ça que je me foutais de la gueule de cette entrée en scène avec une Formule 1, parce que sincèrement, le Craig, j'aurais préféré le voir rentrer à bicyclette qu'à Formule 1, parce que Apple ne sait pas et ne peut pas aller vite. Parce que vous vous rendez compte, parce qu'il y a un niveau de qualité et une attente aussi des utilisateurs, ça c'est clair, mais on est quand même en train d'expliquer que Apple aujourd'hui annonce des trucs qu'il ne sait pas faire et n'est pas capable d'exécuter sa vision. C'est quand même super grave, quoi. Alors ils l'ont pas fait cette erreur lors de cette WWDC. Ils n'ont pas fait la même erreur que l'année dernière. Je vous propose de rentrer dans le détail des annonces et on va regarder point par point. Et puis on aura une dernière partie dans cette émission qui est une analyse beaucoup plus stratégique, beaucoup plus presque politique de Apple et de la perspective de Apple dans le futur justement face à ses concurrents. Première chose qui nous a été annoncée, c'est ce Liquid Glass, Apple Glass. En fait, c'est un nouveau langage de design. Ça, tu connais bien, Marc, hein, puisque visiblement il n'y avait pas eu de mise à jour de design depuis iOS 7. iOS 7, c'était un des trucs sur lesquels toi tu as travaillé, non? Ouais, j'étais un des managers de UIKit. On était 3 managers de UIKit. Les 2 autres sont encore chez Apple. Il y en a un qui a parlé. UIKit, c'était le kit qui était proposé aux développeurs voilà, pour fabriquer des applications. Exactement. C'est ce qui est utilisé par tous ceux qui font des applications, sauf les gens qui font des jeux. Tous ceux qui font des applications avec une interface utilisateur, qui veulent s'intégrer avec un iPhone ou un iPad, utilisent UIKit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu encore un problème politique, en fait. Les gens les voient pas, mais Scott Forstall s'était fait dégager. Bon, déjà, on a perdu Steve. Gros problème. Tim devient CEO. Ça se passe très mal avec Scott Forstall. Honnêtement, Tim, il avait plus trop le choix. Il fallait faire quelque chose. Il a dégagé Scott. Il a réorganisé, comme Bertrand Serlet était déjà parti, ce qui était un gros problème. Ils ont tout fédéré en dessous de Craig, qui se retrouvait d'un seul coup avec iOS, macOS, iPad, enfin tous les trucs sur la tronche, et le design a été repris par Johnny Ive. Le problème qu'avait Apple à cette époque-là, c'est Johnny Ive, qui est ce designer exceptionnel fait de Apple, qui aujourd'hui est passé chez OpenAI depuis quelques semaines. Voilà. Les téléphones, les mobiles Apple à l'époque étaient petits. L'écran était petit. Je sais pas si vous vous souvenez tous. Et ce que disait Johnny, c'est l'écran est petit et on a une barre solide au-dessus, une barre solide en bas. Ça limite trop la taille du Donc visible. il reste plus grand-chose. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et une des premières idées, ça avait été de mettre de la transparence. D'où ma réaction dans le groupe Discord hier. Et la transparence, ça va pas parce que ça fait moche. Ton texte transparent sur un autre texte, ça c'est dégueulasse. Je le montre à l'écran. Il y a plein de monde qui gueule là-dessus. C'est le design est pourri, quoi, en fait. Ils disent non, mais ça c'est glace. Moi, je te parle d'iOS 7. iOS 7, on avait mis un blur sur les barres, en haut et en bas, et ça aérait un petit peu le design. Je pense que là, c'est ce qu'ils recherchent à faire. Ils recherchent à aérer. Ils ont peut-être une peur d'avoir peut-être des écrans trop encombrés, mal utilisés. Ils ont peut-être peur des foldable devices, je sais pas. Mais il y a visiblement une volonté d'élargir un petit peu encore, quoi. Alors c'est très difficile à faire ça, parce que le moteur de rendu qu'on utilise sur ces téléphones, c'est un moteur de rendu pixel à pixel. J'empile des images et je compose les pixels un par un. Mais je regarde pas ce que font les pixels à côté. Un blur, c'est un flou, ça prend les pixels à côté, ça a besoin de savoir ce qui se passe à côté. Donc c'est très compliqué, on en avait vraiment bavé pour faire ce truc-là. Techniquement, et ce Liquid Glass, tu penses que c'est très compliqué aussi à réaliser? C'est pire. Je sais pas comment ils ont fait. J'ai pas pris le temps encore. Mais ça doit bouffer des ressources. Mais ou ça a été hard-codé dans les processeurs, je sais pas. Mais c'est un vrai truc compliqué à faire, quoi. Laurent, ton premier sentiment là-dessus, tu trouves que c'est plutôt réussi comme design? Alors, d'abord, j'étais content qu'il y ait un peu, qu'il y ait une mise à jour, parce que je trouvais que, en fait, à chaque version d'OS avant, il y avait quand même quelque chose de nouveau, tu vois, quand ils sont arrivés avec Aqua. Alors, je remonte dans le temps, mais c'était les interfaces, ça a marqué son temps. On parlait d'Apple et souvent le les design, autres, les gens copiaient. On disait, tiens, il y a ça qui est arrivé, ça va être copié. Et là, c'est vrai que il y avait un peu un endormissement dans le design. Il y avait pas de choses vraiment révolutionnaires. Donc, de prime abord, j'ai été agréablement surpris. Après, je me suis dit, mais pour les gens, les personnes âgées, tu vois, ce système de superposition, ça risque d'être compliqué. Maintenant, je le teste depuis hier. Ok, donc je l'ai installé immédiatement. Je le teste depuis hier. C'est très beau.
c'est surprenant. Les icônes, il y a un jeu sur les icônes, les icônes, c'est comme si c'était des couches empilées. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Je sais pas comment ça va être perçu à l'utilisation. Il y a deux options de toute façon. Soit tout le monde trouve ça génial et c'est copié, et tout le monde va le faire, et on va se retrouver avec finalement Apple innovant. Je penche vers ça, moi. Je pense que beaucoup de designs vont évoluer, tu vois, parce que finalement Apple a un peu innové. Après, il y aura forcément des gens qui te diront c'était mieux avant. Ce qui est intéressant, c'est que Apple veut vraiment reprendre le lead sur la question des interfaces. Ils veulent à nouveau être un marqueur, comme le premier iPhone a été un marqueur, tant dans sa forme que dans son interface. Et là, depuis plusieurs années, ils se font concurrencer par des Huawei, par des Samsung, etc., qui chacun met sa surcouche sur l'Android. Et là, il faut redonner une interface et il faut redonner une identité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que Apple ne fait jamais de choses au hasard. Il y a une stratégie derrière, on y en aura peut-être à la fin, mais il y a une volonté de s'inscrire dans le temps. Lorsque le iPhone X, qui était donc il y a 10 ans, et que est sorti, donc en fait le premier iPhone sans la barre du haut et du bas, et sans le bouton, et que Tim Cook disait c'est le futur de l'iPhone, traduction, on est parti pour 10 ans avec. Et ben là, je pense qu'on est un peu dans cette même logique. Le fait de s'inspirer du Vision Pro, de se dire on a quelque chose qui est dans la profondeur, et tout va être comme ça maintenant. Il y a une volonté d'unifier, il y a une volonté de marquer quelque chose, voire même de développer pour moi quelque chose qui serait une sorte d'interface qui a de la profondeur et de l'émotion. Ça, c'est vraiment ce vers quoi je pense qu'ils veulent tendre. Je vous donne une citation de Steve Jobs, elle date de 2003, c'était au New York Times, où Steve Jobs disait « La plupart des gens font l'erreur de penser que le design, et c'est de ça dont on parle, que le design, c'est ce à quoi ça ressemble. Les gens pensent que c'est une sorte de vernis, que les designers reçoivent une boîte et qu'on leur dit « Faites en sorte que ça ait l'air cool ». Mais c'est pas ça notre vision du design. Le design, c'est pas l'apparence. Et moi, je vois beaucoup d'apparence dans ce que vous êtes en train de dire et dans ce que est en train de nous montrer aujourd'hui Liquid Glass. Le design, c'est pas l'apparence. Le design, c'est la façon dont les choses fonctionnent. Et quel est le changement dans le fonctionnement? On a toujours des apps, on a toujours un desktop, tu vois, un bureau. Il y a pas de rupture là-dessus. En fait, on a juste quelque chose qui, en termes de look and feel, est certes très réussi, qui utilise technologiquement, qui doit être très très compliqué à faire, mais rien de neuf, quoi. Il y a quand même une évolution dans la façon dont les boutons, tu vois, dans ton l'appli photo, ils ont repensé l'appli pour visionner tes photos. Ils se sont dit il y a des boutons partout, on s'est perdu, on n'en fait plus que 2 et on rend ça plus fonctionnel. Donc il y a énormément. Il y a l'appli téléphone. Ils ont fait ce qu'il fallait. Toi, il y a plein d'applis en cascade. Tu te rends compte que ils sont enfin dit. Mais vous savez tu sais ce que tu dis, ça me fait réagir là-dessus parce que justement, j'ai l'impression. Et encore une fois, excusez-moi de ramener ça. Tout le monde attendait de l'intelligence artificielle, tout le monde attendait de l'Apple Intelligence. Ils sont revenus avec du design. Et comme ils ne savent pas fournir, délivrer la promesse, ils sont revenus avec des choses qu'on attend depuis des années. En fait, ils ont fait, il y a tout ce qui on va regarder dans le détail, ce que tu parles de l'application téléphone, de l'application photo, de l'usage simplifié, c'est des trucs que les utilisateurs demandent depuis des années. Ben là, c'est clair, grâce. Oui, mais il y a une couche d'intelligence artificielle dans tout ce que tu viens de dire. Okay, exactement, tout à fait. Bon, il y en a partout. On va le voir. Il y en a partout. Bon, ben, on va regarder où est-ce qu'est l'intelligence artificielle dans toutes ces fonctionnalités. Dans la Silicon Valley, on a l'habitude de dire que le temps, c'est de l'argent. Et pourtant, en France, il y a encore des milliers de dirigeants de petites entreprises qui continuent de perdre des heures chaque mois pour faire leur paie, gérer les congés ou récupérer toutes les notes de frais de leurs collaborateurs. C'est pour ça que je voulais vous parler de Payfit. Payfit, c'est la solution française de gestion de la paie et des ressources humaines. En moins de 2 heures, tu peux faire la première paye. Tout le reste suit, déclaration sociale, gestion du personnel, RH, tout est centralisé, automatisé et sécurisé. Payfit, c'est plus de 18 000 entreprises clientes. Alors si tu veux toi aussi arrêter de perdre du temps avec l'administratif et te concentrer sur ton vrai métier, je t'invite à aller faire un tour sur payfit.com. Avant de parler de ça, changement de nom, on passe à iOS 26. Ok, donc en gros, là, tu parlais de Porsche tout à l'heure, c'est pareil, c'est comme les voitures automobiles, c'est ça, il y a un millésime, donc maintenant on prend les années pour et plus un numéro abstrait. Et pas seulement ça. Okay. Ils alignent
tous les numéros. En fait, jusqu'à présent, on avait des numéros qui étaient disparates. T'avais iOS 18, t'avais macOS X, enfin bref, chaque version, chaque release avait un numéro qui correspondait en gros à son année de naissance et les années qui suivaient. Et là, il y a une volonté assez intéressante de dire ça suffit. Maintenant, c'est le même numéro pour tout. Donc, autrement dit, c'est un cœur, et on développe derrière différentes interfaces, et c'est la même année, ce qui veut dire qu'en fait, on aligne tout. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que ça remet de l'ordre dans la chambre. Et ce que disait Marc tout à l'heure est très intéressant, c'est que le produit sort en septembre, il sera vendu en décembre. C'est pour ça que ça s'appelle 2026, parce que vous l'aurez certainement dans les mains plutôt en fin d'année. Et c'est pour ça, maintenant, j'ai entendu dire des gens, pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça 2026 ? Et ce que tu disais tout à l'heure sur comment est-ce que Apple travaille et sur l'agenda, c'est super intéressant. On comprend pourquoi ça s'appelle 2026. By the way, Samsung utilise cette nomenclature déjà depuis un petit bout de temps. Hein. Donc ça a un intérêt quand même, en termes d'utilisateurs pour les personnes, c'est que quand tu regarderas ton téléphone et tu diras quelle version j'ai, tu sais que sur Apple est une des marques qui permet la plus grande portabilité dans le temps, hein. Donc ils sont très forts là-dessus. Et tu pourras dire ah mais tiens moi j'ai que la version 26, ouais mais on est en 28. Tu as 2 années de retard, fais la mise à jour. Alors qu'aujourd'hui, oui, mais j'ai iOS 16, mais c'est quoi, on est combien? L'iPhone s'appelle 16, on sait pas trop. Tu vois, il y a toujours un mix entre iOS, entre la montre qui elle était très en retard, parce que sortie après, entre Mac qui a repris des chiffres à partir d'un moment. Tu vois, c'était 10 points quelque chose, et puis à un moment donné, ils ont fait 11, 12, 13, 14. Bon, maintenant, voilà. Donc, pour moi, ça a beaucoup de sens, ça. Et avec un petit truc, c'est que d'ailleurs dans la vidéo ils le disent, Craig le dit à un moment, il dit alors le marketing s'était dit que pour macOS on pourrait mettre aussi le nom de l'année à la sortie, mais on va quand même rester un peu dans le classique, donc ils ont trouvé un nom aussi quand même pour macOS, ça c'est la tradition, mais tout en alignant quand même sur l'année et effectivement pour avoir une logique comme tu le dis Laurent, de lisibilité, de compréhension de où tu en es de ton OS, de sa version. Donc macOS, Marc, ça sera cette année, il s'appellera Tao, c'est ça. Okay. Mais je crois aussi que ça dénote d'une volonté d'aligner les OS. C'est une vieille discussion, ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Il y a beaucoup d'éléments communs dans les. Ils ont séparé iPadOS, iPhone. Je suis pas certain qu'il y ait une grosse différence. Il a fallu faire 2 branches sur le code quand même. Mais à l'origine, c'était le même. C'est le même code qui tournait sur iPhone, iPad. Qui était rebuildé. Dans cette nouvelle version qui nous est proposée, alors là, moi, sincèrement, je vous le dis, j'ai pouffé de rire. C'est-à-dire que là, je me suis dit, les mecs sont en train de nous parler du téléphone. S'il y a vraiment un truc où plus personne ne passe de coup de fil, je me suis dit, et en plus, ils ont foutu un vieux mec qui ressemble à rien, qu'ils ont sorti d'un placard, le pauvre, pour nous parler de l'application téléphone qui fait peau neuve. Qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait? Non, mais sincèrement, c'est important, ça? De changer l'application téléphone? Bon, il y a des trucs bien, il y a le filtrage des appels, mais plus personne ne répond à aucun appel, quoi, en fait, mais je veux dire, moi, mon sentiment, c'est qu'en fait, ils ont aligné l'interface du téléphone avec l'interface de message, avec l'interface de photo. Enfin, tu retrouves les mêmes mécaniques. Après, ce que je trouve intéressant, c'est les fonctionnalités qui sont dedans. Le hold, et là, il faut de l'IA là-dedans. Hein. Le hold qui est capable alors, on de l'explique, mettre en attente un appel. Par exemple, vous appelez votre médecin et vous êtes sur la bande musicale qui emmerde tout le monde. Et là, il y a une fonction hold assist qui détecte la musique d'attente et qui vous permet de rester en ligne. Et vous pouvez faire autre chose jusqu'à ce que c'est le téléphone qui dit à la personne qui reprend la ligne, ne coupez pas, la personne va reprendre votre appel. Donc en fait, il y a une sorte d'inversion qui est assez amusante de mécanique, puisque c'est toi qui appelé et qui reprend l'appel. D'accord. Ça, tu as le. Il y a le call spelling qui est pas mal. Ouais. C'est-à-dire quand quelqu'un t'appelle et que le numéro est inconnu, c'est le téléphone qui répond en disant bonjour, pourquoi vous appelez? Moi, je l'ai déjà sur Google Voice aux États-Unis. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est vrai. Mais moi, je l'ai sur Google Voice aux États-Unis, c'est vachement pratique. Tu vois, la personne tombe sur quelqu'un en disant oui, c'est quoi l'objet de l'appel? Et en fait, elle te passe le message en disant c'est cette personne qui veut te parler de ça. Et là, tu dis non, je la prends pas. Envoie-la sur la boîte vocale. Désolé, elle peut pas vous prendre, elle est pas vocale. Ou tu la prends. Super. Donc bon, c'est beaucoup. C'est aussi une façon de filtrer aux États-Unis. Il y a beaucoup plus de robots. Ah bon, on a emmerdé en permanence. On a emmerdé en permanence. Ouais. Là, la loi en France a interdit les appels. Comme quoi la réglementation, ça sert quand même des fois. Waouh. Non, je suis pas tout à fait d'accord. Ouais. Non, mais enfin, vous avez des boîtes à cookies sur lesquelles vous devez cliquer toute la journée.
On a de Oui, la mais on a réglementation, la mais tout le monde s'en réglementation. fout. C'est ça le problème. c'est ça. La C'est la différence. réglementation, on y arrive bien. Tu sais. Les Californiens sont assez forts en réglementation. Hein. Ah bah oui, on est aussi bon que l'Europe, hein, là-dessus. Non mais là, quand tu disais, Damien, tu disais tout à l'heure, ils ont rajouté un peu d'Apple Intelligence. Ça, par exemple, ça, c'est pour toi, ça coche la case Apple Intelligence. Pour moi, ça coche, et je pense que c'est vraiment ça qui est important. En fait, ils se sont foirés l'année dernière en voulant transformer Siri en ChatGPT. C'est pas ça Apple. Apple, c'est de l'intelligence, c'est du logiciel et de l'intelligence que tu ne vois pas, mais qui vient au bon moment pour t'aider. Et là, cette année, moi, j'ai retrouvé les basiques, l'ADN d'Apple. C'est-à-dire, en gros, t'as un truc qui te met en attente et ça le reprend. Tu as de la traduction simultanée dans FaceTime et ça fonctionne plutôt bien, tout au moins ce qu'il présente. Mais t'as une traduction simultanée. Texte, hein. Non, mais quand tu le compares à ce que nous a présenté Google, par exemple, pour Google Meet, putain, sans déconner, c'est naze, quoi. Mais personne n'utilise FaceTime pour faire des appels pro, par exemple. Donc c'est pour ça que moi, ces annonces-là, je les trouve pas. Autant je trouve que je suis d'accord avec toi sur un point. C'est Apple, ce qu'ils aiment, c'est l'usabilité, j'ai envie de dire, hein. C'est-à-dire que ce soit pratique. Et ça, ils ont saupoudré un peu partout. Tu vois, l'exemple, c'est comment je choisis les appels à regarder. Bon, on va se rendre compte par rapport à tes habitudes. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, le redesign de 4 pages en une page, il faut que tu fasses des choix. Hein. C'est-à-dire, tu peux pas superposer 4 pages, donc tu coupes 4 morceaux et donc les 4 morceaux, tu choisis. Là, Apple a un intérêt et c'est l'ADN d'Apple de faire quelque chose qui soit vraiment utile, utilisable, utilisé. On en a souvent parlé des 3U, Carlos, ensemble. Et donc, du coup, ça, c'est Apple. Après, la question, c'est quel est le niveau de réussite dans cette mise en œuvre? Parce que moi, j'ai des résumés de notifications aujourd'hui. Ils sont douteux, hein, parfois. Tu vois, parfois, le résumé dit pas exactement ce que disait le message, quoi. Alors, ça marche mieux en anglais qu'en français. Mais par contre, si c'est Apple qui le fait, il faut que ce soit parfait. Si c'est pour être pas parfait, là, va y avoir un problème. Un dernier point que je trouve intéressant aussi, et là il y a de l'IA aussi, c'est le fait de prendre une copie d'écran et de pouvoir récupérer de la data dedans. En gros, l'idée c'est de dire, tu reçois un message avec une annonce comme quoi, t'as le prochain. Voilà, ça y est, on y est là. Voilà, là il y a de l'artificial intelligence. Ça s'appelle Apple Visual Intelligence. Explique-nous comment ça fonctionne. En gros, c'est de la recherche visuelle par rapport à des contenus que tu reçois. Donc autrement dit, tu vois dans une image, je vois ta chemise ou ton micro. Je veux savoir quelle est la marque de ce micro. Je prends une copie d'écran et on va pouvoir retrouver un peu comme Google quand on fait de recherche Google avec image inversée. Je vais pouvoir tout ça existe déjà chez Google. Hein. Oui, c'est vrai. Mais là, c'est intégré à nouveau. C'est la mécanique de une entrée d'intégration et le machin qui va dire tu peux acheter ce produit-là sur Etsy. Non, ça j'ai trouvé ça top. Ou ou si par exemple tu as une affiche avec une date, et ben ça va te créer automatiquement un rendez-vous. Ou tu peux encore faire de la recherche avec une sorte de Wikipédia de ChatGPT. Donc voilà. Donc franchement, à nouveau, ça existe ailleurs, mais la manière de le faire est très élégante et je trouve qu'elle est intéressante. Il y a un autre point, à mon avis, qui est important à souligner, c'est que de ce que j'ai pu voir des annonces Google, ce sont des produits Google à chaque fois. Dans Google Meet, on va avoir la traduction un peu décalée parce que avec l'allemand qui met le verbe à la fin, on peut pas faire en temps réel, de toute façon. Apple sort la même chose, mais le sort dans un framework que les développeurs vont pouvoir utiliser et intégrer dans leurs applications. Et pour tout ce qu'ils ont fait, c'est comme ça. C'est ça qui est la différence. C'est une conférence développeur, hein. Et je vais dans le sens de Marc, c'est qu'effectivement, il crée ce qu'ils appellent des framework modèles, où en gros, tu as du Zoom, du WebEx ou autre, tu vas pouvoir l'intégrer, mais mieux encore, tu parlais d'IA à nouveau, Carlos, le framework modèle, à chaque fois, il donne accès à une IA locale dans le téléphone. Ça marche sur le téléphone, il n'y a pas de, ça va pas chercher... En clair, ça marche offline aussi. Donc l'image pour la reconnaître ou pour machin, ça marche offline. Ça franchement, ils ont résolu ou ils ont essayé de trouver une solution à l'idée de dire on est la société qui promeut la confidentialité des données et on va faire en sorte d'essayer de faire que ce soit le plus respecté. Ça, je trouve ça intéressant, vraiment. Je passe rapidement sur l'Apple Watch, mais gros redesign aussi puisque elle hérite de ce Liquid Glass également. Bon, alors moi ça me touche pas parce que je suis pas sportif, mais il y a ce Workout Buddy là. Alors là, sincèrement, moi je me tire une balle. Hein, si c'est un truc qui te parle quand tu fais du sport et qui t'encourage à faire plus et qui retient aussi l'historique de tes performances passées et donc
là aussi une approche un petit peu personnalisée. Donc tu vas me dire, Damien, là aussi il y a de l'Apple Intelligence là-dedans. Ouais, après le rendu, je sais pas trop si la voix te dit bravo, ça fait 3 fois que tu fais le tour du pâté de maison, continue. Moi je suis très inquiet par rapport à ça. Ouais, je pense que les gens ils font du sport justement et ils vont courir de plus en plus ensemble pour retrouver du lien humain. Et moi ce workout buddy quoi, je suis pas certain que ça fasse du bien à l'humanité. Hein, mais bon. Par contre, si on met de côté l'aspect voix, ça s'appuie sur tes datas. Et ça te met en place un programme personnalisé. Donc à nouveau, on retrouve la mécanique de on prend ce qu'on sait de toi et on te le réingénère via de l'IA pour te proposer quelque chose de différent. Voilà, à nouveau là, il y a quelque chose d'intéressant. Bon, on va rentrer dans le dur, qui pour moi était certainement le truc le plus intéressant de cette WWDC, c'est Shortcut et Spotlight, où là vraiment on touche à quelque chose de super intéressant en termes de productivité. Il parle de Intelligent Actions, donc encore une fois un jeu de mots sur IA, c'est-à-dire la capacité, grâce notamment à Shortcuts, de créer des automatisations complexes, très personnalisées, ces sortes de raccourcis qui permettent d'enchaîner des trucs que vous faites régulièrement sur votre Mac et quelque part de dompter un petit peu le Mac. Comment t'expliquerais ça, Laurent? Déjà, l'application aujourd'hui, raccourci en français, shortcuts en anglais, c'est la manière d'automatiser. Moi, je l'avais oublié, hein, cette application, je l'utilisais plus, hein, mais j'avais essayé au début, mais là, ça me redonne envie de l'utiliser. Ouais, mais il y a pas mal, moi, j'ai une vingtaine de raccourcis. Tu vois, je suis habitué. L'autre jour, donne-nous des exemples. Par exemple, qu'est-ce que tu fais toi avec ça, quoi? Alors, par exemple, je passe mon temps à me poser la question à quelle altitude on est. Tu vois, quand je suis, mais non, mais tu es en Corse, c'est dans un village, tu dis, c'est quoi l'altitude du village? Bon, je tape 3 fois sur le dos de mon téléphone, il me donne l'altitude. Tu vois, donc en fait, j'ai un shortcut qui fait toute une série d'actions. Parce que c'est un truc, on se pose toujours la question, on a combien, là, tu vois, combien? Il y a très peu de monde sur Terre, hein, qui se pose la question de l'altitude à laquelle ils sont. À part des pilotes d'avion, je sais pas, mais, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je respecte, hein. Oui, tu sais, je fais beaucoup de vidéos en drone. Et c'est vachement intéressant tu sais, à cause de la réglementation, de savoir que tu n'as que 140 mètres, 120 mètres maintenant. Bon. Donc, du coup, de calculer, de te dire, bon, est-ce que là, je passe... Viens vivre aux États-Unis, comme disait Marc, nous, on s'en fout complètement, hein, de savoir si on est à 120 mètres, 140 mètres, ou 260 mètres, on en a rien à foutre. Non, c'est sûr. J'ai une série d'actions. Bon, j'avais beaucoup d'actions au début avec ChatGPT parce que c'était la façon de le lancer facilement, mais aujourd'hui finalement avec l'intégration ou avec Alter, on parlait que tu connais, je fais beaucoup plus de choses sur mon téléphone. En fait, il y a des applications que tu peux lancer et qui vont chercher des choses dans ton téléphone. Je te donne un exemple, le bouton raccourci, moi ça me saoule qu'il ait qu'un seul usage. Donc en fait, je voulais qu'il ait plusieurs usages, mais tu peux pas faire ça sur le truc. Donc tu dois rester dans les usages Apple. Mais moi, les usages Apple, ils m'intéressent pas. Donc en fait, dans mon bouton. Donc là, tu vas pouvoir les personnaliser là. Non, mais déjà aujourd'hui, tu pouvais faire, mais là, tu vas aller beaucoup plus loin avec de l'IA. Par exemple, mon bouton raccourci, si mon téléphone est face d'un côté ou de l'autre, c'est 2 usages différents. Donc je peux passer en mode silencieux quand je le mets sur le dos. Tu rentres en réunion, tu rentres en réunion, tu le mets sur le dos, j'appuie une pression longue, hop, il est en mode silencieux. J'ai pas besoin d'aller dans le menu de dire, tu vois, il y a même plus le vibreur. Tu vois, et aujourd'hui, ça va être ça sur stéroïdes. Spotlight, qui a envie d'expliquer Spotlight, parce que ça, sincèrement, c'était très intéressant. Vas-y, Damien, si tu. Spotlight, historiquement, c'est en fait le sorte de moteur de recherche interne de macOS que j'ai jamais vraiment trop aimé parce qu'en fait, je trouvais qu'il était sous-coté, enfin, sous-utilisé. Et là, ils ont décidé enfin de s'en occuper et de faire un truc sous stéroïdes. En gros, pour moi, ça ressemble, ils sont en train d'en faire une sorte de barre de prompt. C'est en fait, en gros, dans Spotlight, on va pouvoir demander plein de trucs. Chercher les documents, bien sûr, mais pas que. On va pouvoir générer des actions, on va pouvoir, caler un rendez-vous, déclencher l'écriture d'un email, on va pouvoir, comment dirais-je, vraiment être dans... Et en plus, d'ailleurs, il lit les deux, parce que si tu lis Spotlight, version prompt, et un agent, et raccourci qui pour moi devient une sorte de mini agent IA, que tu codes finalement comme un GPTs quoi finalement. Pour moi, raccourci c'est les GPTs et Spotlight ça devient la barre de prompt. Les deux mélangés, ça peut devenir extrêmement puissant puisque tu peux appeler un raccourci depuis le Spotlight et ainsi de suite. Donc je trouve l'approche assez intéressante. D'ailleurs, ils ont pris le temps d'en faire une démo dans la une démo enregistrée hein. Donc oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est un des rares trucs où ils ont pris le temps de vraiment montrer la mécanique, la syntaxe, etc. Donc c'est la preuve que c'est central
pour eux. Et l'idée de se dire que ça devient une barre de prompt, c'est intéressant. Ben moi, alors là, je mets un +1 sur ce que tu viens de dire, parce que je reprends ce que tu as dit au début d'émission. Souvent, quand Apple fait quelque chose, c'est un coup de billard à plusieurs bandes. C'est qu'ils ont une idée derrière. Tu vois, quand l'an dernier, ils ont sorti une interface un peu plus légère sur le Vision Pro, on s'est dit, est-ce qu'on le verrait ailleurs? Et on se rend compte que cette année, ça arrive. Les coups de glace. Oui, ouais, oui, tout à fait. Et donc là, ce que je me dis, c'est, est-ce que c'est pas la préparation de l'arrivée du prompt? De la barre de prompt. Ben ouais, de la barre de prompt. Tu vois, et c'est une façon de, hop, je te prépare. C'est là que va se passer. C'est là que va avoir lieu la barre de prompt. Ben ça va être sur Spotlight. Je crois qu'il va falloir à un moment dynamiter l'interface utilisateur. C'est pour ça, je suis assez d'accord avec toi, Damien. Généralement, Apple voit dans le long terme, mais ça fait 12-13 ans maintenant que je m'étais un peu pris le chou avec celui qui s'occupait de Siri à l'époque, en lui disant qu'il fallait qu'on se parle, parce que je m'occupais de l'interface utilisateur et il s'occupait de Siri, et qu'il fallait lier les deux, et il a absolument pas compris de quoi je parlais. Et je continue de penser que c'est un truc super important, quoi. Un truc comme Settings, ouais, mais c'est un peu ça le problème qu'il y avait en interne chez Apple. C'était pas la même division. On n'avait pas le même VP. Enfin, Apple, c'est quand même une boîte dans laquelle le groupe macOS peut pas rentrer dans les pièces de meeting iOS. Parce que ton badge te permet pas de passer. On était 4 ou 5, à mon époque, à pouvoir rentrer dans le building hardware. Parce que les mecs du software ont rien à foutre là. Bon, ils nous ont ressorti Vision Pro, doucement. Ils sont venus un petit peu sur la pointe des pieds, mais Vision Pro était là. Le casque Spatial Computing à $3,499 signé Apple. Je redonne son prix quand même. Une mise à jour majeure avec Vision option, OS 26, oui, sans option. $3,499. Bon, on nous promet de nouvelles expériences encore plus riches, encore plus de contenu spatial. Ce qui m'a fait marrer, c'est que ils ont passé bien plusieurs minutes à nous expliquer que ils avaient vachement amélioré le fait de placer une horloge sur un mur chez toi, comme si les gens se promenaient. Les mecs pensent vraiment qu'il y a des gens qui vivent toute la journée avec leur casque Vision Pro sur la tête et que quand ils ont besoin de regarder l'heure, bien évidemment que ils utilisent leur Vision Pro. C'est assez dingue. L'actuel, monsieur Carlos Diaz, l'actuel va savoir ce qui va se passer par la suite. Ah bon, ok, bon. Au demeurant, c'est très beau. L'intégration des fenêtres sur les murs est quand même exceptionnelle. Ouais. Moi, je pense que là, Apple fait fausse route. C'est-à-dire que je pense que les gens n'ont pas envie de ce metaverse, de ce truc, etc. Moi, je suis assez surpris que finalement, on n'ait pas de technologies qui disparaissent, justement, et qui nous ramènent dans le réel, parce que moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ce dont les gens ont besoin. Moi, je l'ai utilisé, la Vision Pro, je l'utilise plus, quoi. C'est un objet de collection pour moi. C'est pas un objet d'utilisation, quoi. Mais à nouveau, il faut regarder les annonces qui ont été faites. Qu'est-ce qui a été présenté? C'est pas des usages B2C qui ont été présentés. Ils ont montré que du B2B. Un accord avec Dassault Systèmes. Le Logitech qui sort un stylet. C'est même pas Apple qui le sort, c'est Logitech. Ça, c'était pas dans la keynote, mais c'était après la keynote. Non, dans la keynote. D'accord, j'ai zappé. Ils ont montré Logitech qui sort un stylet spécifique pour en gros dessiner dans l'espace avec des gens qui ont tous des casques. Ils ont parlé de collaboratif, ce qui est la première fois dont ils parlaient de ça. Ils ont parlé. Non, mais Damien, dans le monde professionnel, qui utilise une Vision Pro? Bah, écoute. Microsoft n'y est pas arrivé, d'autres essayent d'y arriver mais ils n'y arrivent pas toujours. Apple tente le coup. Bon, voilà. Ouais, mais c'est un marché qui est ridicule. Pour moi, le Vision Pro, enfin, je connais les ingénieurs qui sont dedans, c'est des ingénieurs fantastiques. Le produit en lui-même à faire, ça doit être une difficulté incroyable. Et c'est vraiment des gars très forts. Le gars qui dirigeait le software, je le connais bien, on a pas mal bossé ensemble. C'est un mec exceptionnellement fort. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est une technologie qui cherche un problème maintenant. Exactement. Et il faut partir du produit. C'est qu'est-ce qu'on fait pour l'utilisateur? Oui, mais moi je suis d'accord avec Marc, c'est vraiment la Vision Pro, on attend encore l'usage, quoi. En fait, j'ai toujours pas d'usage incroyable. Il n'y a pas de cas complet. Moi, quand j'ai vu la démo avec Alicia Keys, bon, je suis un gros fan d'Alicia Keys, mais tu utilises le Vision Pro. Moi aussi, j'ai adoré. Ouais. Je me suis dit, fantastique, si je peux avoir d'autres concerts comme ça. J'ai contacté des copains, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen, si on a des vidéos avec 2-3 flux vidéo de Jimi Hendrix, avec de l'IA, on peut pas reconstruire complètement le 3D et faire
Tu paierais combien t'as pour des voir un références. concert de Jimi Hendrix et il est sur scène T'as sur des toi et tu références joues de, la fais guitare, attention, c'est des références de boomer, là, en fait, Donc, Alors Jimi Hendrix, à la base, c'était un mec qui jouait sur les instruments qu'on avait, qui étaient à la base acoustiques, sur lesquels on avait mis des micros, qu'on appelait des guitares électriques. ouais, C'est qui mieux, était un hein. contemporain de Maxime Le Forestier, pour les plus jeunes qui nous écoutent. iPad, gros ménage de printemps, et là c'est pareil, comme quand je disais, c'est en fait, comme ils n'ont pas grand-chose à annoncer, ils ont fait tout ce qu'on leur demande depuis des années. Donc ils nous ont un iPad qui c'est quand même dingue, qui permet le multi-fenêtrage maintenant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre redimensionner des fenêtres. Enfin bon, bref. Il y avait déjà quelque chose d'inutilisable, mais il y avait déjà quelque chose. D'inutilisable. Le gros problème que je vois, moi, chez Apple, et là, je serais peut-être pas d'accord, j'aurais peut-être pas le soutien de Damien et Laurent. Pour moi, il y a eu une grosse perturbation dans la force quand Apple, il y a 5-6 ans, a commencé à embaucher des product managers. Steve avait fait une vidéo il y a une vingtaine d'années où il disait, vous savez combien il y a de product managers chez Apple? 0. C'est faux. Il y en avait un, lui. Mais il y en avait qu'un. Chaque engineering manager était en fait un product manager. C'est pas que les produits étaient pas managés. Il y avait une petite discussion qui se faisait avec des gens qui faisaient un peu de surveiller des clients au marketing, mais chaque produit était dirigé par un engineering manager. Le problème, c'est que ça scale pas. On n'arrive pas à trouver assez de gens qui soient à la fois capables de gérer. Puis ceux-là, ils se barrent, ils font une start-up généralement maintenant. Donc, c'était difficile de les garder. Donc, ils ont commencé à embaucher des product managers. Et maintenant, on a des gens qui sont payés pour trouver des features. Et deuxième élément, il y a aussi ils sont arrivés à un moment où l'iPad, et c'est le moment d'ailleurs, Marc, où ils ont fait la scission entre iOS et iPadOS, c'est qu'en fait, ils se sont demandé, mais finalement, l'iPad, c'est quoi? C'est une tablette à 2000 balles pour regarder Netflix. Voilà, attends. pour moi, Après, ce que c'était, quoi. Justement, il y avait une tablette qui était surtout une tablette de consommation de contenu. Puis, en face, t'avais quand même Windows, enfin Microsoft, qui lui vendait une tablette productive. Et donc, ils ont voulu mettre un doigt dans le côté productif. Mais, d'ailleurs, la pub le disait, votre prochain ordinateur ne sera pas un ordinateur. Mais en gros, ils savaient pas ce que c'était. Ils lui ont quand même mis un clavier, mais c'est toujours pas un ordinateur. La souris, c'est un rond. C'est pas un curseur. C'est plus le cas. Oui, mais non, mais justement, c'était plus le cas. Et là, ce que je trouve intéressant, à tort ou à raison, ils ont fait des choix, les gars. Ils ont dit, ok, c'est bon, on va arrêter de tortiller, de mettre des trucs inutilisables pour des fenêtres. Alors, tu mets un slide over, un slide machin, stop. Il y a les 3 boutons de macOS, il y a des fenêtres, la souris maintenant elle ressemble à une souris, point barre. C'est un ordinateur qui dit pas son nom, il est plus léger, plus machin. Et dans l'absolu, c'est pas faux. Moi, je vois, j'ai les deux. J'ai un MacBook Pro, j'ai un iPad Pro. Eh ben, je n'ai pas les mêmes usages. Là, je fais l'émission sur mon MacBook Pro, mais mon iPad Pro, je vais le prendre quand j'ai besoin de travailler en mobilité ou autre, quand j'ai besoin de prendre une tablette à la main, et ainsi de suite. Donc, il y a quand même des usages différents qui se mettent en place. Moi, je pense qu'ils ont fait aucun choix, hein. C'est les utilisateurs qui ont fait choix, là. Il y a beaucoup, moi, je Oui, vois beaucoup de monde utiliser de plus en plus leur iPad Pro, comme un ordinateur. Je pense que faire converger l'iPad vers un Mac, c'est un aveu d'échec. Le but de l'iPad, c'était de réinventer l'ordinateur, justement. C'était d'éliminer le file system. Et c'était un des gros problèmes quand on a fait avec Document, c'est comment on fait. Comment on présente une hiérarchie de documents si on veut pas avoir des dossiers, des machins, des trucs. Et c'était vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour innover, aller plus loin. Ça va être quoi dans 5 ans, dans 10 ans? C'était toujours ce qu'on nous poussait à faire. Et là, c'est facile, en fait, on va faire ce qu'on fait sur le Mac. Non. Eh ben, moi, je te dirais l'inverse, Marc. Je pense pas que ce soit un aveu d'échec. Je pense que c'est en fait un aveu que les habitudes ont la vie dure. Et qu'à un moment, il faut arriver à accepter de se dire qu'il faut peut-être hybrider les choses. Mais à terme, quand tu regardes les parts de marché, tu peux te dire que théoriquement, allez, attention, je veux dire un truc de dingue. Peut-être que le Mac disparaîtra, un jour peut-être, et deviendra l'iPad. Dans tous les cas de figure, il y aura peut-être cette fusion-là qui arrivera. Mais les habitudes ont la vie dure. Et je pense que tu as raison. Ils se sont heurtés à cette volonté de changer les choses, mais qui est très complexe. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je considère pas cette WWDC comme une conférence révolutionnaire. On n'a pas eu de nouveaux produits iconiques. On n'a pas eu de one more thing qui fait que toute la concurrence se met à trembler. On a eu un relooking en profondeur, plein de features avec de l'IA, avec de l'Apple Intelligence. Ok, Damien. Tout ça est super bien marketé, super bien intégré, c'est cohérent. Dans l'univers de Apple, mais il y a rien de disruptif. J'ai envie que vous me donniez un petit peu votre point de vue sur une analyse plus stratégique sur le futur de Apple. Depuis 2 ans, on voit que Apple, les ventes d'iPhone, qui est un petit peu la martingale de Apple, eh ben, elle plafonne. Ces ventes, je montre les chiffres là.
il y a un changement de produit. On voit qu'aujourd'hui, c'est les services qui marchent très très bien. On peut se poser la question pour combien de temps, parce qu'avec les procès en cours, je pense que la part que prend Apple sur la partie service va se réduire de plus en plus. Les Vision Pro, on l'a dit, la production est arrêtée, la vente continue, mais en tout cas les productions sont arrêtées. Et puis le hype, moi j'ai l'impression, c'est quand même vachement déplacé vers de nouveaux acteurs. Moi j'étais beaucoup plus excité par la conférence de Nvidia, par la conférence, par ce que présente OpenAI, ou même par ce que présente Google I.O. C'est eux les nouveaux rois de l'intelligence artificielle. Mais j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Et j'ai pas l'impression qu'Apple est en train de pivoter. C'est très difficile à savoir. C'est très difficile à savoir ce qui se passe vraiment en interne. Je vais faire un commentaire de boomer encore. Je suis désolé, mais je vais être le seul boomer ici, donc il n'y a pas de raison. Vous vous souvenez ce que c'est qu'un Snow Leopard? Un quoi? C'était un Snow Leopard. C'était une release de macOS. La meilleure. La meilleure. Voilà. Et ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait eu le passage de macOS 9 à macOS 10. Ça s'était fait à l'arrache. Il avait fallu aller le plus vite possible. Il y avait des raccourcis qui avaient été pris, surtout dans le code. Ça commençait à devenir trop encombré en intérieur. Et la décision du patron de l'ingénierie à l'époque avait été de dire, d'avoir le courage de dire à Steve, l'année prochaine, il n'y a rien à annoncer, Steve. Parce qu'on va rien faire de neuf. On va refaire le vieux truc, tous les trucs qu'on aurait dû faire là où on est à la ramasse. On va refaire ça propre. Et je crois que c'est ce qu'on a eu. On a eu un Snow Leopard. Et Steve avait dit, je vais me démerder. Et vous pouvez aller voir en ligne la présentation de Steve. Amazing first time in the world. Et il arrive à broder avec rien. Et c'est un peu ce qu'on a eu. Et c'était quoi le contexte, Marc, à l'époque, justement, qui justifiait ça? Il y avait des pressions, technologiquement, il y avait des disruptions? Ce qui s'était passé, c'était qu'en décembre 96, je crois, Apple rachète Next, la boîte de Steve. En concurrence, il y avait BOS, la boîte de Jean-Louis Gasset. Et un des arguments de Next était de dire, oui, mais nous, ça va être beaucoup plus rapide de transitionner à notre operating system que de transitionner à celui de Gasset, parce que nous, on est déjà là, tout va bien, etc., etc. En 6 mois, tout est fait. Au bout de 2 ans, ils ont eu du mal à sortir un truc, parce que c'est énormément de travail, et surtout, il fallait garder la compatibilité avec macOS 9. Ce que Bee avait par défaut, mais bon, tant pis. C'est ce qui s'est passé. Et si on fait la comparaison avec aujourd'hui, avec justement les OpenAI et tout ça qui nous promettent monts et merveilles, Apple était mourant. Le problème du parallèle, c'est qu'Apple était mourant. C'est qu'il y avait plus d'argent. Il avait fallu vendre son. Alors là, c'est pas le cas, parce que le business se porte bien. Il y a une urgence. Il y a une urgence vitale. Donc ils le savent qu'il y a une grosse urgence, mais construire sur les fondamentaux qu'ils avaient, je pense que c'était pas possible. Il a fallu tout casser et recommencer. Oui, moi je suis d'accord avec Marc. Apple est une boîte intéressante, je dirais passionnante, parce qu'en fait c'est une boîte qui a vu la mort en face. Et qui a réussi à vraiment renaître de ses cendres et devenir le phénix, je veux dire, incontournable. Mais avec un Steve Jobs, oui, à la tête. Oui, mais je veux dire, il y a pas un Tim Cook, ça laisse une trace. Je veux dire, quand tu sens que tu t'es raté sur quelque chose et que là tu vas rater un tournant, je pense que tu te rappelles ton histoire et tu te rappelles que t'as failli mourir. Donc là, ça te donne quoi? Ça te donne de l'énergie, je pense, ça donne vraiment le coup de pied, tu sais, de dire, là, non, les gars. Et la sensation que j'ai eue, quand je le disais tout à l'heure, l'alignement des choses très marketing, l'alignement des numéros d'OS, mais aussi bien, une unification. Il y a quand même des mots-clés qui sont revenus, confidentialité des données, transversalité, et toute cette notion de on crée on remet de l'ordre dans l'écosystème. Pour moi, et notamment Craig Federini qui était vraiment mis en avant, il y a ce côté on remet de l'ordre dans la chambre, les gars, parce que là maintenant c'est parti dans tous les sens. En interne, ça a l'air d'être le bordel. On n'a pas pris de choix parce que justement, Tim Cook n'étant pas un homme de produit comme était Jobs, Tim Cook a laissé, c'est un homme à laisser un peu les équipes en concurrence, puis on va voir ce qui va se passer, puis on verra bien. Puis à côté de ça, il a une vision qui est vision pro.
parce que bon voilà, il a eu envie de ça. Et puis il a un truc qu'il assène depuis 10 ans, peut-être que ça marchera ou pas, qui est la réalité augmentée. Voilà, lui c'est son truc. Pour lui, vous regardez toutes les interventions qu'il a faites depuis 10 ans. À chaque fois, il dit moi j'y crois, ça va marcher. Ok, bon, on verra bien. Dans tous les cas de figure, il y a un moment, il faut remettre de l'ordre. Et là, ce sentiment que j'ai, c'est, pour revenir dans ce que tu disais, Marc, on remet de l'ordre, les gars. On se remet en ordre de bataille, et maintenant on avance, parce qu'effectivement, il faut pas se laisser distancer. On a de la résilience, mais bon, maintenant il va falloir y aller. Est-ce que le monde va plus vite qu'Apple, mais que finalement, l'enjeu d'Apple, c'est de ne pas être forcément les plus rapides, mais être les plus fiables, les plus humains, les plus utiles. Et justement, il y a besoin de discipline pour ça, comme dit Damien, et c'est ce que cette conférence a voulu marquer. C'est peut-être pas très impressionnant, mais ça promet quelque chose de solide pour la suite. Moi, je suis un peu embêté avec ce point de vue parce que ça me fait beaucoup penser à Kodak, tu vois. À un moment donné, finalement, non mais le problème d'Apple. Non mais attends, mais parce que Damien arrête pas de répéter, c'est sa quote, hein, on peut pas la lui enlever. Il dit que c'est Google et le nouveau Kodak. Alors maintenant, moi je trouve génial que Laurent arrive et te balance que le nouveau Kodak, c'est pas Google, c'est Apple. C'est formidable. Le problème d'Apple, c'est qu'Apple surfe sur ses succès historiques. On n'est pas le premier à sortir l'iPod, mais on le sort mieux que les autres et on plie le marché. On n'est pas le premier à sortir l'iPhone, enfin le smartphone, et on le sort mieux que les autres et on plie le marché. On n'est pas le premier à sortir l'iPad, et je sais que tu n'aimes pas l'iPad, mais quand tu vois les résultats de l'iPad c'est un succès phénoménal. Damien a montré les écouteurs. Aujourd'hui, non, c'est un super ordinateur de grand-mère, hein, oui, comme l'a dit Damien. Mais tu trouves un marché. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu ériges ça au niveau de c'est notre Joker, c'est un problème. Moi, quand Steve Jobs est revenu chez Apple, ils étaient 8400 employés chez Apple. Aujourd'hui, ils sont 164 000 employés. Alors, il y a le retail qui prend une grosse place, mais c'est devenu un... Il n'y avait pas de magasin à l'époque. Ouais, mais si tu enlèves le retail, tu as quand même entre 60, 70 000 employés, tu vois, c'est quand même devenu une grosse Bertha, quoi. Et c'est là où je suis un peu embêté. Tim Cook, dans tout ça, tu sais, il y a cette phrase de Warren Buffett. Tu disais d'être un peu financier. Warren Buffett a dit, je suis un peu embarrassé parce que Tim Cook a créé plus de valeur pour Berkshire Hathaway que je n'en ai créé moi-même. Donc ça veut dire que l'ère Tim Cook, la création de valeur, l'optimisation à outrance, oui, et l'optimisation de la supply chain, des résultats financiers, des ventes, il a été formidable, hein, en termes de résultats. Et de la segmentation du marché, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Le problème, il a bouffé Samsung, il a effacé la concurrence, mais le problème, c'est qu'il y a plus d'âme. Tu parlais tout à l'heure, tu disais, il faut que les gens retravaillent entre eux, il y ait de l'âme. Je trouve que ce qui nous manque aujourd'hui, à moi, c'est une âme. Donc, du coup, il faut penser à l'après Tim Cook. Mais Marc, attends, ce que dit Laurent, là, je t'interromps Laurent, excuse-moi, parce que là, ça me fait penser à un truc. Est-ce que vous pensez que ça fait rêver encore des jeunes développeurs qui, justement, sont fascinés par toute cette intelligence artificielle? Est-ce qu'ils ont envie d'aller bosser chez Apple? Je suis pas sûr, hein. Moi, j'entends pas beaucoup de développeurs aujourd'hui qui me disent je vais aller bosser chez Apple. Ils ont envie d'aller bosser chez OpenAI, ils ont envie d'aller bosser chez Google, ils ont envie d'aller bosser chez Google. Si, ils ont envie d'aller bosser chez Google. C'est bien payé. Tout dépend comment tu places l'intelligence artificielle. Si l'intelligence artificielle est un moyen, c'est-à-dire qu'il va y en avoir partout et finalement, oui, il y a ceux qui vont vendre, ceux qui vont être à la pointe de l'intelligence artificielle. On va prendre OpenAI, Mistral, peu importe, tu vois, tu en prends 4 ou 5 ou 10 dans le monde. Hein, il y a la place pour 10. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils vont être intéressants. Et de l'autre côté, tu vas avoir tous les autres produits qui vont manger cette intelligence artificielle, qui la feront pas que pour eux, que ça sera pas eux les producteurs. Ils vont faire un peu un globi-boulga de, tu vois, on va prendre Claude parce qu'il est meilleur sur le code et on va prendre Chat parce qu'il est meilleur sur. Ouais, mais ça c'est 1% d'entre nous, ça c'est effectivement. Mais du coup ça va être morcelé dans ces boîtes. Ces boîtes elles vont consommer, tout comme aujourd'hui Apple consommait Google Maps pendant longtemps. Tu vois, il y avait que Google Maps qui faisait des super cartes comme ça et donc, qu'est-ce que tu veux dire, Laurent? C'est qu'en fait, Apple n'a même pas besoin finalement d'innover sur l'intelligence artificielle. Ils peuvent se contenter d'intégrer les meilleures solutions, comme ils ont intégré le search, comme ils ont intégré tout un tas de trucs dans leurs produits. Et que Marc, tu crois à ça? Je te vois hocher de la tête et c'est une direction qui a du sens. Ça a du sens pour les technologies de base. Il y a plein de choses qu'Apple peut reprendre en disant ça va devenir une commodité.
Au pire, on rachète Mistral. C'est combien Mistral? C'est le Bah, budget c'est des quoi, timbres. c'est- C'est le budget timbre chez Apple. Tu vois. C'est Enfin, c'est bon, le budget pas- Stabilo, ouais. Voilà, ouais. Stabilo, c'est Tucci ici. C'est combien en termes Mistral de- d'ailleurs aujourd'hui? La valorisation de Mistral aujourd'hui, c'est quoi? Je peux pas demander à Siri, mais je vais demander à ChatGPT. Je vais demander à ChatGPT. Quelle est la valorisation de Mistral? Donc J'en ça, sais pour rien. moi, ça va devenir des commodités. Ce qui va être important, c'est l'utilisation de l'AI, parce que pour l'instant, on prend un truc existant et on le refait avec de l'AI. Et souviens-toi, tous les trois, vous êtes 6 bien milliards, passés j'allais par là. dire 6 milliards! Putain, pourquoi je l'ai pas dit? Je me suis dit qu'il va dire une énorme connerie, mais non, c'est 6 Moi, j'ai milliards. dit 3, tu vois, c'est 6. Ouais. Ouais. Enfin, j'ai Ouais, fait mais le- toi, j'ai fait le aussi, tu commences déjà à négocier, Laurent, là. C'est pas le moment Ouais, encore. ouais. Attends. Ouais, non, mais il a raison, 6 milliards, c'est le budget des timbres. Allez, les amis, c'était super de vous parler. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Silicon Carnet. Hasta luego, amigos. Bye bye.